Les militaires vont partir quand nous reviendrons plus tard, lorsqu'il n'y aura plus de chacals dans les oueds. Au fond de moi-même, j'admire ces volontaires qui ont choisi leur camp, qui jouent leur vie sur la parole que nous leur donnons, que l'Algérie restera française. Notre honneur est en jeu, et je ne peux m'empêcher d'avoir le cœur serré à l'idée que tout ceci ne soit qu'une péripétie d'un plan machiavélique. Si cela était, je ne pourrais plus jamais croire en rien. Ma mission est remplie. J'ai mes 50 stagiaires. Je me suis volontairement attardé une journée à El Hazib El Majen, où j'ai immédiatement sympathisé avec Baudouin, un grand gaillard souriant. Petit-Jean, Camillo, Youssoufa, Ladjimi et tous les autres m'ont tendu une embuscade à la canette dont j'ai du mal à sortir droit sur mes deux jambes. Quant à la population, elle m'a témoigné son intérêt sur la Djemma, où tous les anciens, Abdallah et Mohamed en tête, sont venus cérémonieusement me serrer la main et m'offrir le café de l'hospitalité. J'ai presque envie de dire de l'amitié. Je même aperçu à demi caché derrière un olivier la petite Zoubida qui me faisait des signes de la main. Dieu que ce comportement est réconfortant. À présent, il faut rentrer au bercail. Après avoir serré beaucoup de mains et dit adieu au capitaine Vaillant, je redescends vers la plaine avec mon petit convoi, par la piste glissante. Le beau temps est revenu. Le Durdura enneigé brille sous un soleil tout neuf. Les pitons lavés de près mettent en valeur la roche rouge et les enchevêtrements de chênes verts. Quel pays magnifique! Et pourtant au creux d'un ravinaud ou au plus profond d'une grotte, le mal rôde. Malgré nous, nos mains sont crispées sur nos armes. 1 heure plus tard, je débarque à Ouled-Amer. Des flaques d'eau, de la boue partout, témoignent que le village n'a pas été épargné par les intempéries. Il me semble que l'activité a baissé d'un cran. Je pense que les hommes ont beaucoup travaillé et que le centre ne doit pas tarder à être opérationnel. Je dis bonjour à Richard et à Pochon, perchés sur la citerne, la baguette de niveau d'eau à la main. Je pénètre dans le bureau où je découvre Scipion plongé dans ses papiers. Surpris, il lève la tête. « Salut Fortu, fini la promenade dans le Djebel pendant que d'autres triment comme des forçats ?» On aurait pu changer, mon lieutenant, car la promenade en question a frisé parfois le parcours de natation. Pendant 2 jours, il a fait un temps de chien, et la piste était dangereuse. Je n'avais pas envie de retourner à l'hôpital de Tizi Ouzou, dont j'ai gardé un souvenir désagréable. Bon. Avez-vous votre contingent de candidats? Comment avez-vous été reçu? Le colonel qui est passé vous voir? Où en étaient nos travaux? Se faisait du souci. Pas de problème. Voisard et les chefs de poste ont fait du bon boulot et j'ai mes 50 volontaires. Ils ont entre 20 et 50 ans et à même 4 ralliés de frais. Partout, l'ambiance a été bonne. Je n'en espérais pas tant. Va falloir cependant nous méfier d'une possible infiltration. À propos, Mourichon a terminé sa station d'écoute. C'est une petite merveille. On peut entendre un murmure à 10 mètres. Il se lève et tire un rideau qui masque le fond de la pièce. J'aperçois sur une grande table des magnétophones. Entre eux est encastré un tableau de commande avec des manettes éclairées par des voyants lumineux, numérotés de 1 à 16. Sur un flexible, un micro permet de faire des annonces. Avec un magnétophone, je peux diffuser de la musique orientale ou des slogans, tout en enregistrant des conversations dans un autre secteur sur l'autre.
Nous pouvons donc écouter et enregistrer simultanément et sélectivement. C'est notre arme absolue. Pas très morale peut-être, mais qui veut la fin, veut les moyens. Ça va être un plaisir de préparer les causeries du lendemain à partir de leurs préoccupations secrètes. J'espère que nos traducteurs seront à la hauteur. Fortu, nous sommes quasiment opérationnels et nous pourrons ouvrir le centre avec un peu d'avance. Mais tout le monde a besoin de repos. Vous partez le 14 en permission. Je vais envoyer quelques hommes à tour de rôle se détendre à Alger, au centre de repos de la comtesse de Luard. Je crois qu'ils apprécieront. Je vais annoncer officiellement au colonel que la première promotion sera accueillie le 30 janvier comme prévu. Installez-vous au bureau pour faire votre rapport de recrutement, tandis que je vais faire un tour dans le village. Pendant les 10 jours qui précèdent mon départ, j'essaie de me familiariser avec ma sonorisation. Je vais à Alger acheter des enregistrements sur bande de musique orientale, des bobines vierges en quantité, du matériel de bureau, un appareil photo pour fixer sur la pellicule les activités des promotions futures et les trombinoscopes. Tous les soirs, j'écris à Jocelyne pour lui dire que nous serons bientôt réunis et un beau jour, je dis « À demain, mon amour ». Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous commençons notre descente sur Marignane. Température au sol, -5. Je boucle ma ceinture en maugréant. -5, ça fait 20 degrés de différence avec Alger, Maison Blanche. La caravelle perd de l'altitude, s'aligne sur la piste et atterrit en douceur. Par le hublot, j'aperçois une autre planète. Tout est blanc. Marseille sous la neige, c'est une galéjade. Nous débarquons. Il y a pas mal d'uniformes mêlés aux civils. Je remonte frileusement le col de ma capote de gros drap. Je n'ai pas de valise car je compte bien me mettre en civil bientôt. La nuit tombe, il est 17 heures et je dois prendre le premier train en partance pour Montpellier à Saint-Charles. Horreur, les autobus ne circulent plus. La chaussée verglacée est trop dangereuse. Je vais bien trouver une âme charitable pour me véhiculer. Je sors sur le parking. Les taxis sont rares et pris d'assaut. Dernière solution, faire du stop, mais il faut rejoindre la route nationale. Je l'atteins au bout d'une demi-heure de marche. Transi. La bonne mère doit veiller sur moi car, voyant mon bras levé, une fourgonnette d'artisans s'arrête. Je cours, je grimpe à l'aveuglette sur la porte à glissière qu'une main charitable m'a ouverte. Peu cher soldat, la permission commence mal. Vous êtes de quel côté? Je distingue au volant un homme à cheveux blancs. Sur l'autre siège se tient sans doute son apprenti. Merci de vous être arrêté. Pourriez-vous me déposer sans allonger votre route au plus près de la gare Saint-Charles? Il a de la veine, le petit. Nous passons juste devant. Enfin, si le verglas le permet. Je suis assis sur un tas de chiffons. Ça sent la peinture et la térébenthine. Un peu plus tard, le véhicule s'immobilise au pied du grand escalier de pierre et je remercie vivement le brave homme. De rien. Moi aussi j'ai été militaire. Et il démarre dans la nuit qui est complètement tombée. Comme je remets mon manteau que j'avais enlevé dans la chaleur de la voiture, je m'aperçois que je tiens en même temps sur mon bras la blouse grise de mon chauffeur. Affolé, je fais des gestes, mais la camionnette a disparu. J'ai l'air faim. Il aura une piètre opinion du permissionnaire. Rapidement, j'en fais une boule que j'enfourne à la dérobée dans une poubelle. Le train m'emporte dans les lumières de la ville. J'arriverai à destination vers 22 heures. Je n'arrive pas à réaliser que 6 mois de séparation se terminent. Martine a dû bien changer, car une photo n'est qu'une photo. Le convoi s'immobilise en grinçant sur le quai enneigé. Montpellier, Montpellier, 5 minutes d'arrêt, annonce un haut-parleur. Je file vers la sortie
et je me paie le luxe de prendre un taxi pour aller vers le pont Juvénal où habitent mes beaux-parents, tout près de la voie ferrée du petit train de Palavas. J'y suis. J'avale l'escalier 4x4. Je gratte à la porte qui s'ouvre immédiatement sur une ravissante apparition, ma femme, ses grands yeux verts, sa blonde chevelure. C'est une communion silencieuse de l'âme et du corps que seuls ceux qui s'aiment et qui ont longtemps été séparés peuvent ressentir. J'embrasse à leur tour mes beaux-parents, tout heureux de me revoir. Jocelyne met un doigt sur ses lèvres. Veux-tu voir ta fille? Ne fais pas de bruit, elle dort. La main dans la main, nous nous dirigeons vers la chambre où dans son berceau repose la merveille des merveilles. Dans la pénombre, je distingue un magnifique bébé de 9 mois. Ce n'est plus le nourrisson que j'ai connu. Je me penche, ombre immense à sa mesure, pour déposer un bisou sur sa menotte potelée. Comme si elle sentait une présence inhabituelle, elle ouvre soudain de grands yeux où je lis un peu de frayeur. Je n'ose plus bouger. Ma grosse voix peut lui faire peur. Dors, ma chérie. C'est papa qui est revenu. Nous ressortons sur la pointe des pieds et nous passons à table. Mon beau-père, fin cuisinier à 16 heures, a préparé un dîner de gala. C'est alors que Jocelyne me pose la question de confiance. Quand partons-nous à Alger? Les valises sont prêtes, sans doute le 29 puisque tu as 15 jours de permission. Absolument, l'appartement t'attend. Tout n'est pas très en ordre. Au début, on fera du camping. Ça ne fait rien, pourvu que nous soyons ensemble. Mes beaux-parents n'ont pas l'air d'apprécier le départ de leur fille, et ma belle-mère de dire quand même, partir dans un pays en guerre avec un bébé, c'est pas très raisonnable. Peut-être, mais 3 ans de séparation suffisent. Et vous avez été très gentil de vous occuper d'elle si longtemps. À mon tour maintenant. À Nevers, mes parents tiennent exactement le même raisonnement. Il est tard, la fatigue se fait sentir. Je redécouvre la douceur des bras de ma femme dans un lit au drap fin. Le lendemain matin, j'éclate de rire. Il paraît que pendant la nuit, Jocelyne m'a effleuré et que j'ai fait, tout en dormant, un grand bond comme pour repousser quelque chose. Les rats, là-bas, ils ont des audaces et vont jusqu'à nous passer dessus. Je t'ai prise pour un rat. Mais des rats comme toi, j'en veux toutes les nuits. Nous pouffons si fort que bébé, qui dort encore à côté de nous, se réveille, gazouille, regarde avec des grands yeux étonnés son papa et lui adresse son premier sourire. Béat, je fonds. Regarde papa. D'un geste naturel, Martine se tourne vers le mur et tend sa petite main vers une photo. Un peu dépitée, je me promets de lui faire vite comprendre qui est son papa. Notre première sortie est pour l'agence de voyage, place de la Comédie, où nous prenons 2 allées simples pour Maison Blanche au départ de Marignane le 29 à 9 heures. Faudra emprunter un train de nuit avec un jeune enfant. Tant pis. Il vaut mieux arriver le matin à Alger, car nous avons de la route à faire jusqu'à Borges-Menaïel. Nous jubilons. Nous échafaudons des plans d'installation pour notre appartement. Je répète sans cesse à Jocelyne qu'elle devra prendre garde à elle. Mais qui peut croire en France à l'insécurité permanente? Une banale sortie peut tourner au drame avec la grenade d'un terroriste. Je la préviens aussi que je ne rentrerai pas tous les soirs à la maison, seulement 1 fois ou 2 par semaine. Son front se rembrunit, car elle comprend que ma place, comme celle de Scipion, est à Ouled Hammer. J'écoute
régulièrement à la radio, je regarde les journaux télévisés, ce que nous n'avons pas le temps de faire sur le terrain, occupés que nous sommes par notre mission. Je découvre les remous incessants que produit dans la classe politique la population métropolitaine l'Algérie, qui entame sa 6e année de guerre. Pardon, sa 6e année d'opération de maintien de l'ordre. Belle fumisterie. Le 19 janvier, un article de presse à sensation à l'effet d'une bombe dans le milieu militaire. Le général Massu, chef du corps d'armée d'Alger, accepte d'être interviewé par un journal allemand. Süddeutsche Zeitung, dans lequel il se laisse aller à des confidences. De Gaulle semble abandonner l'esprit du 13 mai. Sa politique algérienne ne va pas dans le droit fil de ses promesses. Comme il fallait s'y attendre, le général est convoqué à Paris et limogé. Le général Crépin, compagnon de la Libération, le remplace. J'imagine l'effervescence qui règne à Alger, dont on a déboulonné l'idole. La radio, les journaux titrent sur 5 colonnes la rage des pieds noirs, qui s'en remettent aux jeunes députés Lagaillarde et à Ortiz, qui fondent le FNF, Front National Français. Le coup d'État du 13 mai a montré ce qu'il fallait faire. Il faut donc recommencer, reprendre le gouvernement général pour changer de gouvernement. Pour que la foule soit disponible, le dimanche 24 janvier est retenu. Je suis de très près sur les ondes le déroulement de cette stratégie au fur et à mesure qu'elle se développe. J'arrive pas à croire à un manquement à la parole donnée du chef de l'État. Pas lui. Je suis persuadé que les lieutenants et les capitaines qui tiennent le djebel sont peu ou prou au courant de l'évolution de la situation. C'est pourtant pour les pieds noirs, pour l'Algérie française qu'ils se battent, et souvent se font tuer depuis 6 ans. Que ressent la population algérienne? Les volontaires des troupes d'autodéfense le seront-ils toujours à mon retour? La suite demain. Vous pouvez vous abonner.